Marcel, qui lui aussi s'est marié 3 fois, mais avec 3 personnes différentes. Pour vous, seul votre dernier mariage était véritablement un mariage d'amour, même si ce dernier était un mariage d'amour posthume. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent maintenant que c'est possible, on va comprendre dans quelles circonstances. Oui. Donc quand vous avez rencontré cette 3e femme qui était un peu plus âgée que vous? Alors oui, elle avait 12 ans de plus que moi. Et là, vous avez quoi? Vous avez vu le visage de l'amour? Ah oui, là j'ai connu l'amour intense, la sincérité, la beauté d'une femme dans toutes ses expressions. Quel âge avait-elle? Quel âge aviez-vous? Et moi j'avais 53 ans, elle en avait 65. Ouais. Et nous aimions la danse tous les deux, donc on s'est connus à la danse et elle était merveilleuse, elle était jeune, il n'y avait pas de différence d'âge entre nous. Vous avez tout le temps pour les loisirs, j'imagine que vous êtes tous les deux à la retraite? Non, non, je n'y étais pas encore. Je suis à la retraite à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui? Aujourd'hui? Parce que j'ai entendu l'autre jour aux infos que les pompiers demandaient la retraite à 50 ans, donc j'imaginais qu'à 58, c'était... non, mais moi, acquis. ma carrière n'est pas pompier. C'était des pompiers volontaires. Ah, oui, moi, oui. je suis fonctionnaire de la fonction publique, technicien de collectivité territoriale. D'accord. Vous êtes donc marié 5 ans après avoir rencontré donc Jeannette, celle qui est devenue votre 3e épouse, 2 mariages d'amour. Qui a parlé le premier de mariage? Le jeune homme de 58 ans ou la femme plus mûre, un peu plus mûre de 65 ans? Non. De 52 ans ou de 65 ans? On l'a abordé, je dirais, pratiquement ensemble, parce que ça s'est senti l'un dans l'autre. Après 5 ans de réflexion, donc? On vivait des moments tellement merveilleux, sans ombre, il n'y avait vraiment pas d'ombre. Bon, moi j'étais à ce moment-là en poste sur la région parisienne, elle demeurait sur la région de Caen, donc je rentrais tous les week-ends. Et puis, pour prendre la décision, elle ne souhaitait pas venir en région parisienne, donc j'ai cherché une mutation pour me rapprocher d'elle. Et le seul poste possible, ça a été d'en trouver un en Bretagne, à Saint-Malo, région qui lui a plu, et on a dit OK pour 3 ans, et après la retraite à Caen. Donc on s'est engagé là-dessus, et à partir de là, on a fait le projet de mariage. Qui était prévu pour le 23 août 97. Malheureusement, Jeannette est décédée juste avant, le 22 août, emportée par un cancer généralisé. Après 3 mois de bataille acharnée, c'était vraiment une battante. À votre tour, c'est vous qui vous êtes battu pour pouvoir donc épouser cette femme que vous aimiez profondément. 80 autorisations au maximum sont délivrées chaque année par le président de la République. Ça s'appelle simplement et solennellement un mariage posthume, reportage de Gilles Couder et de Stéphanie Guérin. Je descends avec ça, Marcel. Tu descends avec ça? Ouais. Ok. Ça, je vais l'approcher à l'ascenseur. Pendant 3 ans, Marcel a vécu dans cet appartement de Saint-Malo. Aujourd'hui, il est à la retraite, il peut enfin partir s'installer en Normandie, rejoindre sa nouvelle compagne, mais aussi se rapprocher de Jeannette, son épouse, décédée il y a 2 ans. Cette route, Tangerine, vous la faisiez souvent? Je la faisais toutes les semaines. Je rentrais tous les vendredis soirs pour repartir le lundi matin, de manière à passer le week-end complet avec elle. Et lors de sa maladie, c'est-à-dire à partir du moment où elle a été hospitalisée, c'était tous les jeudis après-midi, je rentrais sur Caen pour être auprès d'elle 3 jours du week-end. Il est vrai que ça fait chaud au cœur de revenir dans une région que l'on aime, que l'on adore. Et il est vrai que dans cette région se trouve Jeannette, oui. Jeannette a été emportée par une maladie en 2 mois. Elle est décédée le 22 août 97. Le mariage avec Marcel était prévu le 23. C'est une photo où elle est belle, elle a des yeux qui parlent. Elle a les yeux qui parlent et elle a le sourire. Vous voyez, elle a toujours le sourire. Le jour de l'enterrement, elle était vêtue de ses vêtements de mariée. Disons, bon, ça a été rapide et bouleversant dans le sens où, eh bien, moi, je venais de passer directement les derniers instants avec elle. Et moi, j'avais amené
mes propres vêtements, c'est-à-dire le costume que j'avais acheté. Et puis je lui avais acheté un bouquet d'orchidées, ce qu'elle souhaitait pour son mariage. Et on a tout mis dans le cercueil et donc tout est parti avec elle. La tombe est restée sans gravure pendant 18 mois, 20 mois pratiquement, parce qu'on attendait cette décision de savoir quel nom on mettait sur la tombe. Et moi, je me suis refusé à mettre mon nom sur la tombe tant que ce ne soit pas officialisé, parce que ça aurait été malvenu de mettre mon nom si elle ne le portait pas réellement. Pour respecter leur volonté commune de se marier, Marcel va entamer les démarches nécessaires. La grosse difficulté pour faire ce mariage, ce sont les formalités et surtout le fait d'obtenir l'autorisation. L'autorisation de mariage posthume ne peut être délivrée que par le président de la République. Alors ce papier, c'est le décret. C'est le décret qui a été pris donc à la demande du président de la République, qui a été fait en date du 6 janvier 1999 et qui autorise la célébration du mariage entre Marcel Poiret et Boisseau-Jeannette. Mon objectif, c'était d'aller jusqu'au bout et d'obtenir une décision, quelle qu'elle soit. Ça a mis 20 mois. Ça a mis 20 mois. Et l'installation de Marcel en Normandie le rapproche aussi de l'un des fils de Jeannette avec qui il est resté en contact. Ça va? Oui. La forme? Oui, ça va. Moi, elle me disait qu'elle voulait porter mon nom. Et donc, nous, une phrase que je me souviens le moment, elle voulait plus porter le nom de Gauthier. Ça, c'était quelque chose de fort chez elle. Elle voulait plus s'appeler Madame Gauthier. Donc, c'était Madame Poiret. Et nous, sur la stèle, c'est Madame Poiret parce que ça correspond à quelque chose. C'était son souhait. Donc, le mariage à titre posthume, c'est venu après pour Marcel. Oui. Mais Oui. nous, pour nous, c'était le décès de notre petite mère et ça s'est arrêté là. Le mariage, Marcel, il a fait cette démarche-là, mariage à titre posthume, mais pas nous. Nous, on n'a pas vécu de mariage à titre posthume, on a vécu un décès. Et ça s'arrête là pour nous. Donc nous, c'est vrai que ça a été une souffrance, c'est vrai que ça a été dur, mais bon, par respect pour la mémoire de maman, par respect pour l'engagement dans leur vie, et dans l'espoir qu'ils ont eu tous les deux de vivre leur mariage. Donc on a laissé Marcel et on a accompagné Marcel dans cette démarche-là. Pour moi, le mariage était acquis d'une certaine manière, de toute façon, parce que à la clinique, à quelques jours de son décès, la cérémonie a eu lieu là pour nous. À la clinique, je suis amené les alliances et on s'est passé les alliances au doigt. Donc ça, c'était un moment très, très, très fort. Et je pense qu'à partir de là, on était mariés. On était mariés et puis il n'y avait rien d'autre qui pouvait nous arrêter. Le 3 avril 1999, Marcel se marie officiellement à la mairie d'Hérouville. Un mois plus tard, lors d'un après-midi dansant, il rencontre Marie-France, sa nouvelle compagne. Il y a des choses dans la vie dont on ne peut pas se passer. Les tubes en font partie. Le tube offert à l'instant par Maxime Le Forestier, c'est... J'ai toujours été un petit peu réticente quand tu m'en parlais parce qu'il y a quelque chose qui me freine un petit peu. Je sais que vous avez connu, Jeannette et toi, un amour très fort. Je sais que Jeannette a été ravie au moment où votre amour était encore très fort. Il n'avait pas été terni par la vie quotidienne puisque vous n'aviez pas vécu ensemble. Et donc voilà, et moi je sais que je freine parce que j'ai peur. De mon côté, moi aussi j'avais des craintes. J'avais des craintes parce que on ne se trouve pas comme ça de nouveau devant une femme et on oublie le reste, non? C'est pas facile et il faut être méfiant, donc on ne sait pas la réaction qu'on peut avoir. Est-ce qu'un jour vous la demanderez en mariage? On n'a pas évoqué le sujet. Vous n'avez jamais parlé pour l'instant? Sur le bout des lèvres, parce que c'était pas vraiment d'actualité. Et puis je crains que de discuter de ce genre de choses dans le début d'une relation, ça peut aussi créer un blocage. Mais je dis ouvertement que rien n'est impossible.
Alors vous nous dites beaucoup de choses dans ce reportage, on entend pas mal de personnes qui parlent aussi avec beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité, même si tout le monde n'a pas vu cette union avec le même œil, on comprend qu'il y a eu quand même une communion entre vous tous et que la sincérité de vos sentiments a été vraiment comprise par tout le monde. En juin 97, donc il y a 2 ans et demi maintenant, vous avez appris que Jeannette avait un cancer de l'estomac, le mariage était fixé au 23 août, donc c'était 2 mois plus tard. Comment vous en avez parlé ensemble au tout départ, tous les deux ? Avec Jeannette, disons qu'au départ, il a fallu la préserver très rapidement. De parler de son cancer, il fallait la protéger. Donc elle a eu son opération très rapidement, le 4 juillet. On a beaucoup espéré, on a eu de bonnes espérances avec le professeur qui nous a rassurés. Et puis, Jeannette reprenait bien. On en était surpris de son rétablissement rapide. Et puis, subitement, ça s'est un peu dégradé. Ça vous avez avancé ensuite la date du mariage de 15 jours, c'est-à-dire que tous les deux, vous avez senti qu'il fallait aller vite ? Oui, parce qu'entre-temps, il y avait eu une nécessité de faire des examens complémentaires. Et là, elle ne l'a jamais su. On l'a surprotégée. Elle n'a jamais su qu'elle était condamnée à court terme, mais nous le savions et on a géré cette situation. Que représente le mariage alors pour vous à ce moment-là, quand on sait qu'on va s'engager avec quelqu'un que de toute façon on va devoir quitter? Ça représente quelque chose de très fort. Je crois que c'est encore plus fort que le mariage traditionnel, parce qu'on a pris un engagement à une période donnée, donc loin de la maladie, parce que tout était préparé, elle avait tout organisé, tout était préparé, et subitement, qui est confronté face à cette situation, c'est moi, et son souhait profond de porter mon nom. Donc on s'était engagé à nous marier. Moi, je m'étais engagé à l'autoriser à porter mon nom. Et subitement, le ciel nous tombe sur la tête. Donc, il faut réagir. Et donc, la réaction était pour moi de dire j'irai jusqu'au bout. Donc, le jour du mariage, vous avez procédé à un échange d'alliances symboliques qui n'était pas... À la clinique. À la clinique, oui. Un échange d'alliances tout de même. Qui n'est pas reconnu comme étant un mariage, mais qui avait pour vous, j'imagine, presque cette valeur à ce moment-là. Dans quel contexte, dans quel climat ça s'est déroulé? Le personnel hospitalier a pris ça comment? Le personnel hospitalier a pris ça avec beaucoup de joie, parce que ça avait apporté à Jeannette un élan de vie, je dirais. Parce que quand je lui ai apporté l'alliance, les alliances, qu'on s'est échangé les alliances, elle montrait à tout le monde son alliance. Alors les infirmières, les aides-soignantes, les collègues qui étaient en dessous, tout le monde venait la voir. Donc elle en était ravie, et c'était une femme qui était toujours coquette, donc il fallait toujours qu'elle se maquille. Et là, donc le corps médical m'a demandé si on pouvait faire quelque chose, ce que je voulais faire. Donc je lui ai dit, écoutez, c'est ok, demain, on fait la petite fête à la clinique. Donc le lendemain, j'ai amené le champagne, les gâteaux. Les infirmières l'ont aidée à s'habiller. Elle a été toute belle. Et puis on a fêté cette remise d'alliance avec les enfants. Tous les enfants, ses petits-enfants étaient là. Et elle est morte combien de temps après? Alors ça, c'était le 9 et elle est morte le 22. Donc c'est allé très vite après, parce qu'après, ça a été le commencement du coma. Et donc, moi, j'ai vécu les 2 dernières nuits avec elle. Que saviez-vous du mariage posthume à ce moment-là? Pas grand-chose, si ce n'est que cela existait, mais pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai lancé ça dans la voiture lorsque, avec les enfants, on se rendait chez le notaire pour la liquidation de son appartement qu'elle avait mis en vente. J'ai commencé à prendre conseil auprès de la mairie, qui a dû se renseigner auprès de la préfecture, à savoir quel type de procédure il fallait entreprendre. Donc il faut saisir le président de la République par l'intermédiaire d'une lettre motivée, manuscrite et motivée. Donc j'ai saisi le président de la République, j'ai eu une première réponse qui vous renvoie, qui vous répond, qu'il transmet au garde des Sceaux, parce que ça va faire l'objet d'une enquête.
Donc, enquête, il y a eu. Pour être sûr que vous n'étiez pas intéressé en fait, dans le fait de vous marier avec cette femme, ce n'était pas pour récupérer des biens ou des... Non, aucun bien du tout, bien au contraire. Et je pense que là, justement, le fait que son appartement ait été vendu au moment de son décès, ça a permis justement la séparation avec les enfants. Donc, il n'y a pas eu de conflit par rapport à un bien qu'elle pouvait avoir. Comment s'est déroulé ce mariage ? Alors ce mariage, c'est encore quelque chose de très, très douloureux parce qu'on s'imagine qu'à partir du moment où le président de la République vous délivre un décret, on se dit, nous dans l'administration, on dit on va avoir une formalité, et il va falloir aller signer un registre à la mairie et puis c'est bon. Mais non. Vous repartez à zéro, il faut refaire toutes les démarches, fournir tous les certificats, la publication, on fixe la date du mariage et vous devez vous présenter à la mairie comme un mariage traditionnel. Alors c'est là que c'est dur, il faut apprendre... Vous êtes devant le maire avec son écharpe. Voilà. Et lui-même très embarrassé parce que n'ayant jamais vécu cette situation, appréhender, se demander mais comment on va présenter la situation devant la famille, devant les témoins pour ne pas choquer, pour ne pas... C'est-à-dire que vous deviez avoir vos témoins. Oui. Elle n'avait pas quand même les siens. Si. Elle avait également ses témoins. Ah oui, ses témoins. Ses témoins, les miens. On vous demande de dire oui ? On me demande de dire oui. On ne pose pas la question pour elle, mais on me demande à moi de dire oui. Donc j'ai les témoins de part et d'autre, les siens et les miens qui sont à côté de moi. Et la question qui est posée, c'est effectivement de bien, si je veux bien épouser... Comment vous avez vécu cette cérémonie ? Très difficilement, surtout avant de rentrer à la mairie. Quand vous avez su que c'était toutes ces démarches à faire pour la mairie, vous n'avez pas eu envie de renoncer à ce mariage ? Pour la mairie, je l'ai su officiellement qu'après avoir été en possession du décret. Ouais. C'est-à-dire que monsieur ne connaissait pas l'essentiel des démarches qu'il allait devoir poursuivre. Et le mariage que vous aviez fait avec elle à l'hôpital ne suffisait pas ? Non, parce que notre souhait était profond, l'amour était profond et je voulais que ce soit concrétisé. Pardonnez-moi de poser une question technique, mais si vous voulez vous marier maintenant, est-ce que vous devez divorcer ? Non. Non, parce qu'il est veuf. Ah, vous êtes marié en étant directement veuf, quoi. Voilà. Vous êtes devenu veuf automatiquement. C'est ça. Oui. C'est une situation rare, mais qui n'est pas complètement unique. Nous avons Martine Vessier qui va nous raconter son point de vue. Elle a vécu la même situation que vous, mais son point de vue de femme. Où êtes-vous, Martine ? Je suis là. Je vois pas, pardon. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Vous viviez avec un homme depuis 7 ans. Oui. 7 ans, encore une fois. Vous aviez prévu de vous marier. Les bancs étaient même publiés. Oui. Mais votre futur mari est décédé 3 jours avant. 3 jours avant la date prévue du mariage, d'une maladie fulgurante qui l'a Jean-Jacques emporté. était pompier, a contracté une hépatite sur une intervention et qui s'est transformée en cirrhose du foie parce que 10 ans après, ça fait une cirrhose sur le foie. Donc après, c'était hôpital sur hôpital. Ça faisait presque 1 an qu'on parlait de mariage. Et puis Jean-Jacques voulait rapprocher la date du mariage parce qu'il voulait certainement me préserver quelque part parce qu'il était pompier, il savait très bien la gravité de la maladie. Et c'est moi qui l'ai reculé parce que je pensais que ça s'arrangerait. Parce que vous savez, on a toujours des œillères quelque part en se disant que ça peut s'arranger. Non, puis il y a des cas de rémission qui existent aussi. Oui, et puis il est décédé 3 jours avant le mariage. C'était il y a combien de temps ? C'était en avril 97. Ah d'accord, donc c'est aussi récent. Tout à fait. Vous avez donc vous aussi connu cette cérémonie surréaliste qui consiste à dire oui devant le maire, à côté d'une chaise vide, entourée de 4 témoins. Exactement, et c'est tout à fait ce que je veux dénoncer, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est quand même scandaleux de faire ça aux gens, parce que je trouve qu'on a suffisamment souffert pour faire ce genre de parodie de mariage, alors qu'on devrait simplement délivrer un livret de famille, ce qui serait bien moins cruel pour les gens. Vous avez réussi à le digérer 2 ans plus tard je ne dis pas à l'oublier, madame, je veux dire par là... On n'oublie jamais ce genre de choses par laquelle on a vécu, parce que moi je ne suis pas comme Marcel. Marcel a enterré sa femme, maintenant je vais dire au cimetière. Moi je me suis pas séparée de Jean-Jacques. J'ai gardé l'urne à la maison et il vit avec nous. Et j'ai gardé ses affaires. D'accord. Ça veut dire que vous n'envisagez pas une autre vie sentimentale qu'avec lui ? Si, ça fait 4 mois que je vis avec quelqu'un et ça ne va pas être facile parce que j'ai encore l'urne dans la maison et j'ai encore ses vêtements et ça va être très difficile pour nous. Et je crois qu'il faut laisser le temps au temps, quelque part.
Je vais me tourner peut-être vers Françoise Sand pour essayer d'expliquer ce besoin de s'unir malgré tout. C'était pas uniquement pour des raisons administratives, madame, que vous êtes mariée, j'imagine? Absolument pas, parce que de toute façon, il m'avait déjà protégée avant, donc c'était pas la peine. C'était au nom de l'amour. Ouais. Je crois que dans ces deux exemples, on voit très bien que pour certains, le mariage a une valeur symbolique très forte, et je dirais même, dans votre cas, monsieur, une valeur mystique, qui est au-delà, peut-être, d'une réalité terrestre, puisque vous pensez que votre épouse Jeannette puisse porter votre nom. C'est comme un fil invisible, c'est quelque chose qui est absolument irréductible dans votre histoire. Et je comprends très bien cette douleur de devoir vivre ce que vous appelez une sorte de parodie. Parce que à la mairie, vous vivez ça comme étant un comme si. C'est comme si l'autre était là, or il n'est pas là. Et c'est vrai que ça, c'est très très douloureux. Mais peut-être que je vais vous proposer un autre regard. Imaginez un mariage à la va-vite, simplement un papier délivré devant un guichet. Il ne faut pas oublier que le mariage, c'est une institution. Et à toute institution, il y a un rituel. Un rituel qui a été mis en place par la société et qui signifie justement quelque chose pour la société. Les témoins, vous avez évoqué qu'il y avait des témoins qui étaient là. Le libre consentement, on vous demande à nouveau si vous êtes d'accord. Et je pense que c'est ce regard-là qu'il faut que vous gardiez peut-être dans votre tête. C'est que la société a voulu faire pour vous, quel que soit l'exceptionnel de votre situation, comme pour les autres. Le mariage, votre mariage à la mairie, c'est comme un mariage qui aurait pu avoir lieu peut-être quelques mois avant. Non, moi je crois que c'est la force, vous voyez, d'une institution, que ce rituel qui est mis en place, eh bien, il soit conservé, quelles que soient les situations. Mais la douleur, je comprends très bien. Martine? Non, moi je ne suis pas tellement d'accord, parce que je trouve que le mariage c'est quelque chose de magnifique. Quand on se marie, c'est pour faire la fête, c'est la joie, c'est beaucoup de choses, et je crois que là c'est infligé, c'est macabre quelque part. Pourquoi vous avez eu envie de vous marier absolument alors, dans ce cas-là? Parce que je voulais respecter l'engagement qu'on s'était fait tous les deux. J'ai trouvé que c'était normal que je porte son nom, et il serait très fier de moi à l'heure actuelle. Entendu, merci. Nous avons entendu, merci. Daniel, nous avons entendu deux personnes qui ont été dans ce qu'il y a de plus... Nous avons entendu deux personnes qui ont été dans ce qui, sans doute, ce qu'il y a de plus ultime en matière d'engagement. Quand l'amour dépasse même les limites de la vie, on rentre dans une dimension mystique, disait Françoise il y a un instant. On va parler donc de cet engagement avec vous, cet engagement dont nous parlons ce soir, qui est donc le mariage. Qu'est-ce que ce mot évoque pour vous aujourd'hui, le mariage? Pour moi, ça veut pas. C'est bien. Je ne suis pas contre pour les autres. C'est votre compagnon qui vous regarde derrière avec des yeux. Oui. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre. Je les comprends, mais je me dis, qu'est-ce que ça peut leur apporter de plus, tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient déjà prouvé qu'ils s'aimaient. Ils avaient tout donné pour prouver. Excusez-moi, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 4. Vous leur conseillez de se marier ou pas? Ils ne sont pas mariés. Ils ont des enfants, mais ils ne sont pas mariés. Okay. Et pourquoi? À cause de vous ou... pas à cause de moi, c'est leur libre choix, mais personnellement, ils n'ont pas envie. Vous n'avez pas l'impression de peut-être leur gâcher un petit peu la vie? Non, je pense que ça, c'est grand. Ma fille est là, elle vous en parlera. Je pense qu'elle peut répondre là-dessus.